Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti donc pour la dernière petite vidéo, on va dire généraliste, les grandes lignes. Ça va être sur la fiscalité. Donc c'est la vidéo numéro 6. Je mettrai l'ensemble des vidéos, donc la playlist sur le viager en haut à droite. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker, de vous abonner à cette chaîne YouTube s'il vous plaît. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors on est parti sur la fiscalité. Donc en ce qui concerne aujourd'hui les droits donc, de mutation payés justement à l'administration fiscale par l'acheteur, donc l'acquéreur, une vente en viager est traitée donc de la même manière qu'une vente immobilière conventionnelle, grosso modo classique. Cette règle aujourd'hui s'applique donc à toutes les transactions immobilières, y compris celles impliquant des biens, qu'ils soient récents ou anciens, y compris les biens construits il y a moins de 5 ans. L'impôt lié à la mutation du bien est calculé en se basant sur la valeur vénale de la propriété, c'est-à-dire la valeur sur le marché, qui doit être spécifiée aujourd'hui dans l'acte de vente. Cette valeur est déterminée évidemment en prenant en compte quoi ? En prenant en compte le bouquet comme on a vu précédemment dans les anciennes vidéos. Pour résumer, la fiscalité du viager, c'est la valeur vénale de la propriété, donc de la valeur sur le marché du bien. Et les droits de mutation sont similaires à ceux d'une vente justement immobilière traditionnelle. Au niveau de la plus-value immobilière, donc on va voir plusieurs cas. Lors d'une vente en viager, le vendeur est généralement soumis à la plus-value justement immobilière, notamment des particuliers, qui est similaire encore une fois à une transaction classique. Toutefois, il peut être exonéré. Je rappelle, j'ai déjà fait une vidéo notamment sur la plus-value immobilière, je la mettrai en haut à droite. Dans quel cas ? Notamment s'il vend évidemment sa RP, ça je pense qui est relativement connu pour tout le monde, donc lorsqu'il vend sa résidence principale, ou évidemment qu'il a possédé depuis plus de 30 ans. Alors on a exonéré totalement. Si le bien est détenu depuis plus de 22 ans, la plus-value est partiellement exonérée, ne touchant pas justement les prélèvements sociaux, donc les PS, mais l'impôt sur le revenu. Dans la plupart des cas, justement, de vente en viager, la RP, donc la résidence principale du vendeur, est concernée. Ce qui signifie généralement donc aucun impôt, en tout cas à ce jour. En cas d'imposition, par contre, l'impôt peut être jusqu'à 36,2%, notamment au niveau de la plus-value immobilière. Maintenant, on va parler notamment de l'impôt sur le revenu, notamment au niveau des rentes, au niveau des aréages. Donc, petit rappel, donc une rente viagère est établie dans le cadre d'une vente en viager. Elle est considérée comme un revenu imposable. Bien sûr, on est en France, évidemment, en vertu de l'impôt sur le revenu. Les paiements périodiques donc reçus par le vendeur, donc appelés crédits rentiers, sont soumis donc annuellement au barème progressif de l'impôt sur le revenu. On va voir, il y a un petit avantage. La rente viagère aujourd'hui bénéficie d'un traitement fiscal donc avantageux. Pourquoi ? Car en fait, il y a une partie de son montant qui est justement assujettie à l'impôt. Cet avantage est surtout donc lié à l'âge du vendeur au moment, je vais le mettre en rouge, au moment du premier versement. C'est ça qui est important. Donc il y a l'âge, mais c'est surtout le premier. Petit récap, donc la rente viagère aujourd'hui, issue d'une vente, est imposée selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais elle bénéficie notamment d'un petit abattement en fonction de l'âge du vendeur lors du premier paiement. La fraction imposable de la rente viagère est fixée une fois pour toutes en se basant sur l'âge du crédit rentier, notamment au moment du premier paiement effectué justement par l'acheteur, également appelé débit rentier. Si le vendeur est proche d'entrer dans une nouvelle tranche d'imposition en raison de son âge, il peut notamment choisir d'attendre ou de spécifier dans l'acte de vente une date de premier paiement postérieur à son anniversaire afin de réduire l'impôt. Alors pourquoi tout ça ? On verra également sur le tableau juste ici. En fait, je vous explique maintenant, il y a différentes parts imposables, vous pouvez voir, 70, 50, plus le temps passe, grosso modo, moins vous allez payer d'impôts. Donc des fois, lorsqu'on va sur des tranches, par exemple, 59 ans, on peut passer celle à 40, par exemple, c'est plus intéressant. Donc faites attention au niveau de l'âge, c'est pareil au niveau de l'assurance vie, également un âge à respecter. Là c'est la même chose, soyez vigilant au niveau de l'âge. Ça peut être intéressant, des fois de se gagner 10%, c'est non négligeable. Allez, je reprends. Donc lorsque la rente viagère est destinée à un couple, l'âge qui est pris en compte pour déterminer la fraction qui est imposable, c'est le conjoint le plus âgé au moment du premier versement. En revanche, si un couple reçoit, donc je dis bien chacun une rente en contrepartie d'une vente, la fraction imposable est calculée en fonction de l'âge de chaque conjoint au moment où il commence à recevoir sa part. Alors en fait, il y a différents types de viagers également, de rentes viagères. C'est-à-dire on a également un titre gratuit, on a via aujourd'hui un PER, donc un produit d'épargne retraite. Et aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est à titre évidemment onéreux.
Donc ça, c'est vraiment le tableau à retenir. Bon, vous l'avez directement sur le service.gouv. Ça, j'ai pris une screenshot, j'ai fait un capture d'écran du service.gouv. Et faites attention notamment au niveau de la part imposable, mais surtout au niveau de l'âge. Alors, petit exemple, évidemment. Donc, imaginons en 2023, donc un crédit rentier âgé de 70 ans commence à recevoir une rente viagère unique d'un montant de 10 000 euros. Sur sa déclaration de revenus, donc la 2042, il doit inclure justement ce montant avec ses autres sources de revenus, telles que les pensions retraite par exemple, les revenus fonciers s'il est déjà propriétaire, les revenus mobiliers dans le cadre justement de son foyer fiscal. Sur sa rente viagère, il sera assujetti évidemment, premièrement sur l'impôt sur le revenu. Donc, comment ça va se passer? On va prendre 30%, pourquoi? Parce qu'il a 70 ans. Dans le tableau, lorsqu'on a plus de 69 ans, on est sur une part imposable à 30%. Sachant qu'aujourd'hui, il a une rente viagère d'un montant annuel de 10 000 euros, donc on va faire 30% sur ces 10 000, ce qui va faire 3 000 euros. Donc au niveau de l'IR de l'impôt sur le revenu, encore une fois, j'ai pris à titre indicatif, je le répète, à titre indicatif, une TMI à 30%, une tranche marginale d'imposition. Ça va dépendre de chacun. Soit aujourd'hui la TMI fois donc, les 3 000 euros, je rappelle encore une fois les 3 000 euros sur les 30% du montant annuel, ce qui correspond à 900 euros. De plus, il sera également imposé aujourd'hui sur les PS, donc les prélèvements sociaux, à hauteur de 17,2. Donc on reprend les 3 000 euros qu'on a calculés en amont, fois donc 17,2 et on trouve 516 euros. Maintenant, on va parler de l'impôt sur la fortune immobilière, donc l'IFI. Petit rappel, donc depuis le 1er janvier 2018, donc l'impôt sur la fortune immobilière a remplacé l'ISF. L'IFI s'applique uniquement aux biens immobiliers et ne prend pas en compte le capital représentatif de la rente dans la base imposable pour le crédit rentier, soit aujourd'hui donc le vendeur en viager. Tout simplement car il ne s'agit pas d'un bien immobilier. Donc ça à prendre en compte. Troisième point, aujourd'hui les contribuables qui sont assujettis à l'IFI, si la valeur nette taxable de leur patrimoine immobilier dépasse 1,3 million d'euros. Bon, ça je pense que j'apprends également à personne. Dans le cadre d'une vente en viager libre, l'acheteur, donc appelé donc l'acquéreur, le débit rentier, est tenu de déclarer le bien acquis à sa valeur totale en pleine propriété. Évidemment, il a la possibilité de déduire la valeur correspondante au capital représentatif de la rente de cette déclaration. Dans le cas d'un viager occupé, donc lorsque le crédit rentier conserve le droit, donc l'usufruit, on l'a vu au préalable dans les anciennes vidéos, ou le droit d'usage d'habitation, il doit déclarer la valeur correspondante justement à ce droit au niveau de l'IFI, évidemment s'il est soumis ou non. Le débit rentier, quant à lui, déclare uniquement la valeur de la nue propriété de l'immeuble. Je vous renvoie à mes anciennes vidéos où on a mis d'un côté donc l'usufruit, le nu propriétaire, qui sont distincts. On continue dans le viager, toujours dans le viager occupé, si le débit rentier est considéré comme un héritier présomptif. Alors qu'est-ce que c'est qu'un héritier présomptif? Un héritier présomptif, c'est le parent le plus proche, généralement celui qui est désigné par la loi comme étant l'héritier donc naturel, que ce soit dans une relation parenté en ligne directe, tels que les enfants, ou collatérale avec les frères et sœurs. Bon, voilà, j'ai mis l'article histoire 2, voilà, on peut toujours regarder. Donc le crédit rentier sera dans ce cas-là donc imposé sur la valeur totale du bien en pleine propriété. Et pour finir, la valeur de l'usufruit et de la nue propriété est calculée en fonction de l'âge de l'usufruit, au titulaire justement du droit d'usage et d'habitation, à partir évidemment du 1er janvier de l'année fiscale selon un barème. Hop, tout de suite. Voici le barème de l'usufruit. Alors d'un côté on a l'usufruit, d'un côté on a donc la nue propriété. Évidemment, ça évolue à l'inverse. Moins de 21 ans, on a un usufruit qui est relativement élevé et une nue propriété qui est faible. Plus le temps passe, plus ça évolue inversement. Voilà pourquoi lorsqu'on va décider à un certain âge de transmettre à ses enfants la nue propriété, ça va coûter un peu plus cher. Donc l'objectif étant, c'est à transmettre le plus tôt possible. Bon, évidemment, à 21 ans, on n'a pas de... À part si on est jeune rentier, dans certains cas exceptionnels, mais voilà, normalement, on n'a aucun bien à transmettre, on est bien d'accord. Mais voilà, le but étant aujourd'hui, ça serait de transmettre le plus tôt possible sa nue propriété à ses enfants. Attention, évitez peut-être dans le cas de la résidence principale, mais voilà, ça reste stratégique. Au niveau aujourd'hui, donc, de l'impôt sur la fortune, notamment, il y a un petit simulateur qui est intéressant, notamment au niveau de l'usufruit et de la nue propriété, où j'ai mis le petit QR code juste ici, donc je vous laisse quelques petites secondes pour scanner. Et c'est via le service public, encore une fois, donc source relativement fiable. On va terminer comme d'habitude par les charges notamment de copropriété. Donc en ce qui concerne les impôts locaux,
le redevable de la taxe foncière est généralement le propriétaire du bien, donc au 1er janvier de l'année d'imposition. Cependant, dans un viager donc occupé par un usufruit, on l'a vu précédemment, donc le crédit rentier, donc l'usufruit, est responsable de l'ATF, donc de la taxe foncière, ainsi que la taxe, donc la TOM, la taxe ordure d'enlèvement des ordures ménagères, comme stipulé par l'administration. Si le crédit rentier conserve un simple droit d'usage et d'habitation sur le logement vendu, l'acte de vente prévoit généralement qu'il devra payer la taxe foncière. Ce qui semble normal. C'est celui, grosso modo, qui utilise le bien qui va payer par la suite donc la TOM ainsi que la taxe foncière. Toutefois, dans toutes les situations, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, donc l'acquéreur, ils ont la possibilité de convenir par accord dans le contrat de vente de la personne qui va assumer la responsabilité du règlement de la taxe foncière. Voilà pourquoi à chaque fois je l'évoque, mais entourez-vous de professionnels qui sont là pour défendre vos intérêts, car c'est primordial. Une fois que c'est signé, eh bien c'est acté jusqu'à la fin de votre vie. Je rappelle, c'est un viager. Donc c'est relativement important de clarifier les choses, notamment dans le contrat de vente. Donc choisissez un bon notaire, choisissez quelqu'un qui a l'habitude aujourd'hui de rédiger des ventes justement viagères, c'est relativement important, et de mettre différentes clauses au sein de celui-ci, des clauses spécifiques. En tout cas, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker la vidéo, de vous abonner. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Allez, bye bye.